Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture et un nouvel update lecture avec des lectures de Noël et d'hiver. Il n'y en a qu'une qui n'est pas vraiment hivernale mais que j'ai rajoutée dans le courant du mois de décembre et cette date va mal commencer. Non mais je vous le dis vraiment, on va être sur un... J'ai déjà poussé un coup de gueule en vlog, je vais essayer de pas m'énerver ici mais je comprends pas ce genre de livre, je comprends pas ce genre de personnage. Je ne vois pas l'intérêt, je comprends pas, vraiment. Bref, le premier livre c'est Bûche glacée et cœur fondant de Anne Langlois. Ici on y rencontre Prune. Je vais essayer de faire le résumé classique. On y rencontre Prune qui est une étudiante parisienne a priori et qui se retrouve toute seule pour Noël. Elle décide de louer une maison à la montagne, dans la neige, etc. Et puis de partir, elle prend un convoiturage et elle part. Sur le trajet, elle rencontre un homme qui travaille dans un restaurant, qui est cuisinier, et qui lui explique que dans son restaurant, avec son père et tout, ils auraient besoin d'aide, et donc si elle peut venir l'aider et tout, ça serait chouette. Elle lui répond « Ah ouais, pas de problème, moi je suis cuisinière, je maîtrise le truc à fond, t'inquiète, je vais venir vous aider. » Et voilà, l'histoire démarre comme ça. Sauf que, il y a plein de choses qui vont pas dans ce livre. Déjà, Prune, passe ton temps à mentir à tout le monde sur tout et n'importe quoi. Ça commence déjà dans ses études. Elle dit qu'elle est fan de Proust, qu'elle adore du côté de chez soi, les je sais pas quoi, et bidule et tout, alors que spoiler alerte, elle n'a jamais réussi à terminer un livre de Proust. Elle n'aime pas, elle ne lit pas, etc. Mais en fait, elle fait des études de littérature et du coup, bah, ça la fout mal de dire que t'aimes pas Proust. Donc, au lieu de dire que juste elle aime bien ou elle aime pas trop, elle dit qu'elle est complètement fan. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a une différence entre vouloir ne pas faire tâche et donc s'intégrer, et donc effectivement au sein d'un milieu élitiste et des études de lettres, dire que tu détestes un auteur et que tu n'arrives pas à le lire, ça la fout mal, tu vois. Mais il y a une marge entre ne pas aimer l'auteur, ne pas réussir à le lire, et dire « Ah, je suis totalement fan, j'adore, je surkiffe ». Dis que t'aimes bien, dis que t'aimes bof, t'es pas obligé d'aller à l'extrême, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout est comme ça. Et évidemment, elle ne sait pas cuisiner, elle sait à peine se faire cuire un œuf, des pâtes, littéralement. Et elle dit « Ah, je maîtrise la cuisine, t'inquiète de fou, je vais vous aider. » Encore une fois, c'est pas... Voilà, et puis il y a plein d'autres choses qui vont pas. Elle est détestable au possible, elle passe son temps à geindre et à se plaindre. En fait, c'est une madame je sais tout drama queen. Voilà, c'est ce que j'ai dit en vlog, et c'est le cas. Voilà, c'est-à-dire que c'est que du moi je, 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 et oh là là, lui il est bête, et lui il est pas doué, et oh mais mon dieu, mais vraiment elle parle comme ça. Vraiment. Et elle en rajoute, elle en fait des caisses dans un sens ou dans l'autre, hein, et ça, moi ça m'épuise. Vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse lire un livre avec un personnage principal aussi détestable, vraiment. Et c'est censé être une romance de Noël, c'est censé être fun, léger et tout, tu vois. C'est quoi l'idée? C'est de contrebalancer la magie de Noël avec un personnage absolument immonde, parce que c'est réussi dans ce cas-là. Vraiment, je comprends pas. Vraiment, ça me dépasse. Donc j'ai lu 43 pages et j'ai dit ciao, parce que vraiment, je peux pas. Et alors, pour avoir lu des commentaires sur le livre, apparemment, c'est comme ça tout le long du livre. Tout le long du livre, elle ne fait que mentir, raconter des bobards 4 fois plus gros qu'elle. Et à la fin, elle s'en sort comme ça. Pouf! La magie de Noël fait que tous ces mensonges sont effacés et oubliés et que tout va bien. Non, vraiment, je vous jure, je ne peux pas lire un livre comme ça. Je n'arrive même pas à comprendre que tu puisses me dire non mais c'est une lecture détente. Détente de quoi? Elle m'énerve à chaque ligne, j'ai envie de lui en coller une. À quel moment c'est censé me détendre? Non, vraiment, je vous jure, je comprends pas. Donc bah du coup, j'ai pas lu. Le deuxième pour aujourd'hui, c'est Winterhouse Hotel de Ben Gutterson, illustré par Chloé Bristol. Et malheureusement, c'est un échec. C'est un échec parce que c'est un petit peu trop lent à mon goût. Et bah, les informations que j'ai, les personnages que je suis, ne donnent pas vraiment envie de continuer. J'ai quand même lu 152 pages, ce qui fait que ça... Vraiment, il est énormissime. C'est de la jeunesse, hein, parce que c'est... jeunesse young adulte, c'est chez Albin Michel, collection Wiz. J'articule, c'est mieux. Mais ouais, il fait 500 pages, quoi. Un truc comme ça, il est absolument énorme. Et il n'y a pas d'illustration. Enfin, il n'y a pas d'illustration. Il y en a une par chapitre. Il fait 431 pages. Vraiment. Et bah, les marges, c'est ça.
c'est écrit quand même assez gros, mais en fait, il y a l'épaisseur du livre, le nombre de pages et la narration, qui fait que c'est lourd à lire, c'est lent à lire. En gros, on y suit une jeune fille, donc cette jeune fille, comment s'appelle-t-elle? Elisabeth. Voilà, elle a été recueillie par son oncle et sa tante parce que ses parents sont morts, etc. etc. Son oncle et sa tante ne s'occupent pas forcément bien d'elle, j'ai envie de dire évidemment. Un soir, elle rentre de l'école, c'est les vacances de Noël, et elle apprend qu'elle doit aller au Winter House Hotel toute seule pour les vacances de Noël. Son oncle et sa tante partent en vacances de leur côté. Et du coup, on a vraiment, et c'est ça qui rend l'histoire longue en fait, c'est qu'on n'a pas genre elle apprend ça, et puis on a une page pour le voyage, et elle arrive au Winter House Hotel et l'histoire démarre. Non, on a des chapitres et des chapitres sur ce voyage en bus, en train, toute seule, les personnes qu'elle croise, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, ce qu'elle lit, le journal, et c'est vraiment lent en fait, et je vois pas trop ce que ça apporte d'avoir le détail complet, étape par étape, de ce long voyage qu'elle fait toute seule. Enfin, franchement, j'ai pas trop compris l'intérêt. Et puis, une fois qu'elle arrive au Winter House Hotel, elle va rencontrer le directeur, elle va rencontrer des gens sur place, notamment un petit garçon qui vient aussi tout seul au Winter House Hotel à chaque vacances. Il y a aussi deux personnes qui font un puzzle absolument énormissime, ils y sont depuis des années et ils galèrent, tu vois. Voilà, et puis on suit son petit quotidien à l'hôtel, les repas, la visite de l'hôtel, la famille qui tient cet hôtel depuis des générations et des générations. Et franchement, j'ai pas trouvé ça ouf en fait. Ça m'a pas emballé plus que ça. Le directeur est un personnage quand même assez important dans l'histoire. Sa famille a créé cet hôtel et le dirige depuis plusieurs générations. Tu sens bien qu'il y a un truc chelou derrière cette famille, derrière ce directeur et tout. Mais en vrai, bah il se passe pas grand chose, c'est vraiment très contemplatif, très long à lire, très lent, très lourd j'ai trouvé, et ouais, on peut être dans la semoule quoi, je suis en mode vas-y on peut avoir des infos, on peut avancer, on peut y aller et tout, et non en fait, tout est très lent. J'ai lu 150 pages et franchement, ce qui se passe en 150 pages, ça aurait largement pu tenir en 50 pages quoi, vraiment, et du coup, voilà. Je suis à 150 pages du bouquin, ça fait plusieurs jours que je l'ai commencé et ça n'avance pas, je peine à y retourner, j'ai pas envie de retourner dans le bouquin, j'ai envie de lire autre chose en fait, et c'est pour ça que je l'ai abandonné, parce que j'étais en mode je ne veux pas passer mon mois de décembre là-dessus, alors que ça m'enjaille pas plus que ça m'enchante pas plus que ça. Du coup voilà, j'ai arrêté. Ce qui m'a fait aller aussi loin, c'est que j'aime beaucoup le personnage principal d'Elisabeth, je me suis quand même assez identifiée à elle. Bon, évidemment, j'ai grandi avec des parents aimants et pas du tout avec un oncle et une tante. Voilà. Mais je me suis assez identifiée à elle dans son comportement, dans ce qu'elle aime faire et tout. Mais bah, je m'ennuie en fait. En vrai, je m'ennuie. Donc je suis dégoûtée parce que ça avait l'air hyper cool, ça avait l'air hyper mignon et c'est pas pour moi quoi. On va passer dans la phase un peu plus positive de l'update, c'est-à-dire que c'est au moins des livres que j'ai terminés. Bon, même si celui-ci, honnêtement, je l'ai terminé en diagonale parce que ça m'a passablement saoulée. C'est dommage, hein, ça partait bien, toute la première partie, toute la première moitié était vraiment cool. Et ça ne va plus. Donc c'est Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmonie. On est sur une romance de Noël avec une héroïne, pas drama queen, avec une héroïne, pas casse-bonbon, avec une héroïne pas vraiment fan de Noël. Ce sont mes préférés parce que, en général, les héroïnes qui décorent tout chez elles le 1er novembre, je peux pas me les piffrer. Non, vraiment, je peux pas me les piffrer. Ça me dépasse, vraiment. Mais donc là, on rencontre d'abord lui, qui s'appelle Nao. Sa mère est portugaise, son père est japonais. Voilà, il t'explique. En fait, la première scène, c'est il a fait les cadeaux de Noël, il rentre chez lui, sa carte n'est pas passée, elle a été refusée. Il se dit c'est bizarre et tout. Il t'explique que sa copine est partie de son côté en vacances et tout, que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble, que ça se passe plutôt bien, etc. etc. Il récupère le courrier et là, il va se rendre compte que elle a contracté des prêts à la consommation à son nom qu'elle n'a absolument pas remboursé. Elle a vidé son compte en banque et elle est partie, en gros.
quand il l'appelle pour lui dire qu'est-ce que c'est que ces délires, il faut rembourser, qu'est-ce que tu fais, tu vois, elle lui répond ça va, c'est bon, t'as touché de l'argent il y a pas longtemps, t'as largement de quoi rembourser, tu vois. Alors que non. Et en gros, elle le bloque de partout, elle le quitte, elle se barre, et lui, il a aucun moyen de prouver que c'est pas lui qui a fait ses prêts à la consommation et tout. Et donc, il doit trouver une solution pour rembourser tout ça. Autant vous dire que ce Noël-là ne va pas être ouf. Et l'histoire démarre réellement 6 mois plus tard, au mois de juin, un truc comme ça. Il va rencontrer Réane. Réane, elle, est capitaine des pompiers, elle en a chié, elle en a bavé pour arriver là, pour arriver à se faire respecter des pompiers, des hommes, etc. Elle a sa carrière, vraiment c'est sa priorité dans la vie. Elle approche de la trentaine, mais elle n'est pas ce cliché du personnage féminin qui approche de ses 30 ans et qui est en mode ah, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, ma vie est nulle. Non, elle est en mode je suis capitaine des pompiers, c'était mon rêve, je le vis à fond. Il y a un mec, il y a un mec, il y a pas un mec, il y a pas de mec, genre c'est pas grave, genre c'est ma vie, tu vois. Et j'adore, vraiment j'ai trouvé ça hyper cool et évidemment nos deux personnages vont se rencontrer et ce qui ne devait être qu'une nuit, qu'une soirée comme ça, va débouler sur des conséquences un peu plus longues, on va dire. Et donc en fait j'ai beaucoup aimé toute la première partie, vraiment, les personnages, la rencontre, etc. Et puis vient le 1er décembre. Et à partir du 1er décembre, donc de l'année suivante par rapport au début de Nao, tout est fun, tout est cool, la magie de Noël fait que tout se passe bien, que tout est merveilleux, que tout est fantastique. Les personnages disent ce qu'il faut, font ce qu'il faut, se rendent compte des choses. Enfin, en fait il se passe des trucs qu'il n'est pas possible de se passer dans un couple aussi... Enfin, en fait c'est même pas un couple, ils sont même pas en couple, qui font déjà des choses qu'un couple ensemble depuis 20-40 ans ne peut pas faire. En fait, moi je les ai surtout en fait, je compare surtout ça à mes parents, à ma situation à moi, c'est-à-dire que là, en fait, ce que Nao fait pour elle, monsieur là actuellement il est incapable de le faire pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où elle va se renfermer sur elle-même parce que je me suis beaucoup identifiée à elle aussi pour ça. On est sur une femme indépendante qui vit seule, qui a sa routine, qui a ses habitudes et qui est parfaitement heureuse, parfaitement à l'aise avec cette situation, ce qui était mon cas. Et d'un coup, il y a un peu un mec qui vient chambouler tout ça là-dedans et tu te retrouves en mode... bah tu peux plus faire ce que tu voulais faire avant, tu vois. Genre typiquement par exemple là, filmer des vidéos, c'est devenu tout un rituel, c'est devenu compliqué parce qu'il y a quelqu'un au moment où je filme les vidéos, vous voyez. C'est plus quand j'ai envie, comme j'ai envie, comme je veux, je peux plus en filmer 5, 6, 10 à la suite si je veux, parce que ça le gêne, parce que ça l'oblige à plus faire de bruit. Par exemple là il vient de faire du bruit, vous voyez. Ça l'oblige à rester calme, à pas parler et tout. Donc, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est tout un équilibre à retrouver, alors que mon équilibre d'avant, bah, je l'aimais bien. C'est pas une situation que je vivais mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Réane se retrouve face à ça, tu vois. Et donc, il y a plein de moments où elle va se renfermer sur elle-même, elle va pas lui dire ce qui va pas lui dire ce qui pas lui dire, tu vois. Et lui, il devine. Il sait pourquoi elle a réagi comme ça, il sait pourquoi elle s'est renfermée sur elle-même, il sait ce qu'elle pense, il sait ce qu'elle se dit, il sait ce qui se passe dans sa tête. C'est pas possible. Il la connaît à peine. Ce n'est pas possible. Vraiment. Et il va faire des choses aussi que mon père serait incapable de faire pour ma mère. Mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont respectivement 10 et 12 ans. En 2025, ils ont fêté leurs 35 ans de mariage. Non mais c'est juste pour poser les bases, pour vous dire que genre on est sur un couple qui dure depuis... Voilà. Mon père, aujourd'hui, serait incapable de penser à faire ce que Nao fait à la fin du livre. Et la fin du livre, c'est à peine 1 an après sa rupture précédente pour lui. Vous voyez, il s'est pas passé 4-5 ans, tu vois. Il pense à des choses auxquelles un homme ne pense pas. C'est pas vrai. Et alors, même si un homme y pense, ça peut pas être aussi parfait que c'est décrit. En fait, c'est ça qui me gêne, c'est que parce que c'est le mois de décembre, parce que c'est Noël, tout est parfait. Tout ce que font les personnages, c'est parfait, c'est mignon, c'est sympathique. Genre, il y a un moment donné, ils doivent monter un meuble Ikea ensemble. Passons. Ils sont pas d'accord sur la technique pour monter le meuble. Lui, il est en mode, vas-y, c'est bon, dégage la notice, je vais te monter le meuble, comme ça j'en ai pas besoin. Et elle est en mode, non, on doit suivre la notice étape par étape, sinon c'est le bordel. Ce qui est un petit peu mon mode de montage de meuble. Et donc, ils sont pas d'accord. Ça devrait donner lieu à une dispute absolument énorme parce qu'il n'y a rien qui va, parce qu'ils sont pas d'accord, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais non.
Il y en a un des deux, je sais plus lequel, qui se dit « Bon ok d'accord, on va faire ta technique, t'inquiète, c'est pas grave. » À quel moment tu fais ça avec une personne que tu ne connais pas? Enfin, vraiment, il y a plein de choses comme ça qui vont pas. Et tout est, bah c'est la magie de Noël. Bah ouais, mais c'est Noël, alors on est gentil, on est content. Non, non, faut arrêter avec ça. Vraiment, ça me fatigue. Et gâcher des personnages pareils avec ça. Et puis vraiment, toute la fin, je l'ai lu en diagonale. Parce que, et alors ça aussi, vraiment, à la fin. En fait, je me suis tellement identifiée à Réane que je ne conçois pas qu'elle puisse faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a une chose sur laquelle elle est bloquée, genre elle est déterminée, elle a décidé que et elle ne changera pas d'avis. Elle le répète plusieurs fois au cours du livre, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non et c'est non. Genre vraiment, elle est déterre là-dessus, elle changera pas d'avis. Devinez quoi? Le 20 décembre arrive et oh bah elle a changé d'avis. Non, c'est pas possible. Non, je refuse en fait. Je peux pas, vraiment, et elle change d'avis et du coup bah tout va bien dans le meilleur des mondes et tout se passe bien. En fait elle avait extrêmement peur d'une chose, elle était en mode non je le ferai pas, non je veux pas, non j'irai pas, non. Et puis d'un coup elle se dit bof, après tout allons-y tu vois. Et comme de par hasard ça se passe hyper bien. Non, non, je vous jure non, moi ça me désespère en fait. Donc j'ai bien aimé je dirais le premier tiers, j'ai adoré. Vraiment. La première moitié, ça allait encore. Et après, c'est pour moi une descente aux enfers où tout est excusé. Et tout est. En fait, tout est soit excusé en mode bah, c'est la magie de Noël, c'est décembre, vas-y, c'est pas grave, je passe au-dessus, je suis gentille et j'excuse, tu vois. Soit en mode c'est un peu facile. Bah ouais, mais c'est Noël, tu vois. Non, non. Vraiment non, en fait. Et. Toute la fin, ça passe pas. Vraiment, toute la fin, à partir vraiment du 22 décembre dans le livre, pour moi, c'est juste non en fait, c'est un non vraiment catégorique et non en fait. C'est vraiment dommage, je pense que je l'ai fini. Alors je l'ai fini très en diagonale à la fin parce que franchement j'étais en mode flemme. Mais je vais pas lire, je vais pas garder ce livre là parce que franchement je suis... En fait j'ai tellement aimé le début, je me suis dit oh enfin une romance de Noël où c'est pas kitsch, où c'est pas facile parce que c'est Noël tu vois. Et en fait si. Voilà. Et aussi, petite info parce que je l'ai quand même dit en vlog ça aussi, je l'ai dit, la mère de Nao est d'origine portugaise et donc il y a des références, il y a des mots en portugais dans le livre et des choses qui sont dites là-dessus et qui sont mal dites. Je sais pas ce qu'il en est de l'autrice par rapport au portugais, par rapport à la relation qu'elle peut avoir et tout, mais les expressions qu'elle fait dire à cette femme portugaise sont un tout petit peu à côté de la réalité. En fait sont traduites quasiment littéralement du français et du coup c'est pas tout à fait comme ça qu'on dit en portugais, c'est pas tout à fait comme ça que ça se fait, tu vois. Alors après, ma référence à moi en termes de portugais, c'est ma grand-mère. Voilà, j'ai ma grand-mère qui effectivement a ce genre de réaction où quand elle a une émotion forte, les premiers mots qui lui viennent c'est en portugais. Et le fameux oh, Médéouche, vraiment moi ça me choque parce que j'ai jamais entendu ma grand-mère dire Médéouche, tu vois. Elle dit pas Médéouche comme ça, elle vraiment c'est genre oh mon dieu, mais vraiment il n'y a pas de mon dieu, il faut le O avant et le O appuyé et long, ça m'a choqué. Non mais vraiment je vous jure, il y a 2-3 trucs comme ça au cours du livre qui m'ont choqué, ça c'est anecdotique et c'était pas grave mais je voulais quand même le redire ici, écoutez, bref. Le dernier livre pour cette update, j'ai bien aimé, c'est La forêt sortilège, donc c'est le tome 2 des aventures d'Alwyn et Lena de Estelle Faye et Nancy Peña. Mais en fait j'ai moins aimé que le tome 1 parce que je ne m'attendais pas au retournement de situation de la fin du tome 1 alors qu'ici je m'y attendais. En gros, Estelle Faye dans le tome 1 prend l'un des plus grands clichés de la romantécie et de la fantaisie un petit peu jeunesse ou young adulte comme ça et genre vraiment tu lis l'histoire en mode bah c'est un cliché que t'as vu et revu. Le résumé du tome 1 c'est on est dans un petit village dans la montagne et tous les 10-15 ans il y a des guerriers, des hommes qui viennent dans le village et qui disent nous méchants, nous vous attaquez, nous vous tuez, sauf si vous nous donnez une jeune femme. Et le village donne une jeune femme chaque année, les guerriers repartent, ils sont tranquilles pendant 10-15 ans, c'est cliché. Voilà. Mais la raison de pourquoi les guerriers font ça est vraiment cool et c'est le twist de fin en fait, du coup je peux pas vous le dire mais c'est utiliser l'un des plus grands clichés de la romantécie et littéralement se l'approprier et en faire quelque chose
différent malgré tout. Et franchement j'ai adoré ça dans ce tome 1. Et dans le tome 2 ici, bon bah du coup j'ai un peu plus vu venir la chute. Donc ici on suit Alvin et Lena, toujours, qui vivent donc dans ce petit village, etc. Ils ont déjà fait toute la première aventure avec les guerriers, les machins, les bidules et tout. Et au cours de ce tome 1, ils ont rencontré un personnage avec qui ils ont fait connaissance, ils se sont rapprochés, etc. etc. Et au début de ce tome 2, Alvin va faire un rêve assez particulier qui semble être réel et dans lequel il y a ce fameux personnage qu'ils ont rencontré au cours du tome 1. Il en parle à Lena et puis rapidement elle lui dit bon bah si le rêve revient et que c'est exactement le même, etc., c'est que c'était pas qu'un rêve et qu'il faut effectivement faire quelque chose par rapport à ça. Et donc suite à ça ils vont partir un petit peu à l'aventure tous les deux pour essayer d'aller sur les lieux du rêve et de comprendre ce qui se passe, qu'il arrive au personnage, etc., etc. Et donc ils vont pour ça dans une forêt réputée maléfique. Genre vraiment, ils rencontrent plusieurs personnages sur le chemin à qui ils demandent où est cette forêt et on leur répond n'y allez pas, c'est dangereux, il y a un roi méchant là-bas, etc. Avec de la magie, avec des sorts et tout, enfin genre vraiment, n'y allez pas, c'est dangereux quoi, mais eux ils y vont. Et donc voilà, on suit leur aventure. Il faut d'abord qu'ils atteignent cette forêt, on essaie en même temps de comprendre ce qui se passe dans cette forêt, qui est le roi méchant qui règne sur cette forêt et qui sème la terreur dans toute la région. Super, j'ai la chanson dans la tête maintenant, si vous n'avez pas la chanson, c'est que vous n'avez pas la rêve, bref. Donc il y a toute cette première partie littéralement de quête de fantasy, et bien ensuite, une fois qu'ils sont sur place, on apprend évidemment encore plus sur les événements dans la forêt, les sorts, la magie qu'il y a sur place, etc. etc. Et il y a toute une histoire avec un animal que j'ai vraiment trouvé cool. Si vous avez lu le livre, je pense que vous voyez de quoi je parle. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Tout est hyper bien fait, tout est hyper bien construit. Mais comme j'ai dit, j'ai pas vraiment été surprise par la fin. Je m'attendais à un truc du style, à un petit twist sur ce roi maléfique, tu vois. Et du coup, bah, je suis restée moins sur le cul qu'à la fin du tome 1. À la fin du tome 1, j'étais en mode ah ouais, ok, je l'avais pas vu venir, quoi. Alors que là, j'ai pas vu venir exactement la finalité du truc, parce que je vais pas non plus chercher à deviner, tu vois, mais je m'attendais à un truc du style. Donc je suis moins restée bouche bée, tu vois, j'allais dire outrée, non, c'est pas le cas. Mais j'ai quand même passé un bon moment, je trouve ça. Enfin, les personnages sont hyper bien construits, tout est hyper bien réfléchi, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien pensé, et en même temps ça reste très accessible à la jeunesse. Je trouve ça très difficile hein, de faire ce genre d'histoire, mais j'adore. Vraiment j'adore. Je lirai le tome 3, je crois même qu'il est déjà dans ma palle. Je sais plus si j'ai mis cette saga à finir dans mes sagas de l'année, je crois pas. Mais écoutez, bref. Et je cherche à vous montrer une illustration qui ne spoil pas trop. Voilà, celle-ci par exemple. Et en fait, il n'y a que du rouge, du vert, et du noir et du blanc. C'est les seules couleurs utilisées pour les illustrations. Et j'adore quand ça fait ça. Je pense que c'est encore plus difficile de faire ça parce que les couleurs, ça t'aide à situer où ils sont. Est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un ruisseau, est-ce que c'est une forêt et tout. Et là, comme tout est un peu monochrome, le dessin doit être vraiment hyper bien pensé. Enfin, je sais pas si... J'adore. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je fais ma phrase. Mais j'adore. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper cool. Et je l'ai glissé en plus dans mes lectures de décembre. Parce que du coup, comme j'ai abandonné Winter House Hotel et la romance, bah, j'avais un petit peu de temps pour lire un livre qui n'est pas forcément Noël en décembre. Mais voilà, j'ai adoré. Je pense que cet update est plus long que prévu, plus long que je ne l'aurais voulu, mais écoutez, je me suis un petit peu laissée emporter sur certains livres, donc ce sera comme ça. J'espère quand même qu'il vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.